c'est pas le one shot qui compte, c'est implémenter son format dans la vie du lecteur. Vrai ou faux, en 2022, une marque a utilisé des hologrammes pour promouvoir une nouvelle ligne de vêtements. Mélenchon l'a fait, donc à partir de là, C'est pas faux. faut dire comment il gère ses gosses, sa relation avec ses amis, comment il investit son argent perso. C'est ça des sujets intéressants de podcast. Entrepreneur, créateur de contenu, à la tête du premier média B2B sur LinkedIn, qui fait plusieurs centaines de millions de vues cumulées. Et moi j'ai envie de savoir qui est ce Valentin, ce petit Valentin tout mignonnet là. C'est un Valentin détente, qui aime bien le sport, qui aime bien les Playmobil, et qui aime bien les bonnes idées, qui est déjà très jeune, aime bien s'amuser à faire des scénarios, des dessins avec plein de personnages. Donc un gamin assez détente finalement. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté sur l'industrie des médias, etc. Juste qu'on donne un petit peu de contexte avant qu'on arrive sur la suite. Bah écoute, ça fait un peu cliché, mais tu sais, quand on allait au cinéma, il y avait les pubs à l'ancienne. Hein. Ouais. Et moi j'ai toujours kiffé ça, donc tout ce qui était les bonnes idées, les bons rebondissements, les bonnes fins, les bons débuts aussi, les bonnes intros de personnages. Moi je kiffais ça, tu vois. Et au final, après le lycée, opportunité d'un DUT pub, et j'y suis allé, puis après j'ai filé tout droit dans l'univers de la com. Ok, tu regrettes pas? Non, je regrette pas. Non, je regrette pas du tout, au contraire. Ok. T'es sur le Com Show? Oui. Un talk show dédié à la communication au marketing. Et j'ai envie que tu te mettes à ma place. Mets-toi face caméra et tu m'annonces ce Com Show. Bonjour à tous, je suis ravi de vous avoir avec nous. J'ai Harold à mes côtés, on est dans la première édition du Com Show. C'est parti, on y va, générique. En vrai, très cool, efficace, sharp, j'aime. On va parler d'un sujet qui va te parler, c'est la manière dont on peut réinventer les médias B2B. Je vais te montrer une pancarte et tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce qu'un média, c'est forcément une marque? C'est une hyper bonne question. C'est évidemment important de se la poser pour la stratégie que tu mets en place, comment tu proposes quelque chose à tes lecteurs. Et moi, évidemment que je vais te dire oui. Un média, c'est une marque. C'est donc un logo, une identité graphique, une identité visuelle, une proposition de valeur, une vision du monde, une solution, une offre à une demande. Donc oui, le média est une marque. On le voit avec les grands médias classiques, mainstream, TF1, M6, Europe 1, RTL, France Info. On voit qu'il y a quelque chose de singulier, il y a une proposition de valeur. Et il y a une relation avec le lecteur. Ce n'est pas un consommateur classique. Il n'y a pas forcément d'acte d'achat, parce que tout n'est pas payant, il y a des abonnements ou autres, mais il y a une relation et il y a un deal. Donc ce n'est pas forcément un acte d'achat, mais il y a soit une proposition de valeur sur un contenu, de l'information de qualité, du décryptage, une plus-value. Il y a une relation avec le lecteur. Donc oui, c'est une marque. Et c'est surtout aussi un positionnement. On le voit bien, Le Figaro, Libération, c'est des marques. Il y a tout un univers qui va avec. Il y a des unes historiques, il y a une DA, il y a une patte, il y a des grands noms dans les deux côtés. C'est vraiment des marques. Et pour le coup, il y a la concurrence, il y a les enjeux de stratégie, de développement, de business aussi, évidemment. Donc je pense évidemment que les médias sont des marques à part entière. C'est quoi la strate de contenu qui pour toi fonctionne le mieux? On va affiner petit à petit. Forcément, on va prendre des exemples de J'ai un pote dans la com parce que vous avez explosé. Vous êtes le premier, on est bien d'accord, le premier média B2B sur LinkedIn en France. Oui, et premier média marketing comme au sens large puisqu'on a plus d'1 million d'abonnés. Ok, incroyable. Donc du coup, c'est quoi alors, même si c'est une question à 1 million, c'est quoi la strate de contenu qui performe? Surtout quand tu es du coup en B2B. En B2B, ce qui est intéressant de retenir, je pense, et ce que les gens peut-être ignorent un peu, c'est que il faut réfléchir à la performance évidemment, mais il faut aussi réfléchir à ce qu'attend le lecteur. Et le lecteur, il est là pour avoir de l'info de qualité, en lien avec son business, mais c'est aussi une mère de famille, un père de famille, un décideur, un cousin, un tonton, qui aime le ciné, qui aime le foot, qui aime la danse, peu importe. Donc il faut qu'on lui parle avec ses enjeux business en tant que média B2B, mais il faut qu'il y ait une forme aussi, un canal de diffusion intéressant. On ne peut pas arriver en disant « mon contenu est de qualité, il va être utile pour ton business, je te l'envoie comme ça ». On ne peut pas différencier le fond et la forme, il faut qu'il y ait de la mécanique. C'est pour ça que nous, par exemple chez J'ai un pote et même au global, sur d'autres médias, on le voit, il faut vraiment comprendre que la stratégie de diffusion elle est importante. Et nous, on reprend beaucoup de codes du B2C, les formats courts, et en même temps les formats longs un peu décalés. L'incarnation du journaliste qui est beaucoup plus dans l'action et qui est moins fast cam, un peu figé. Donc ça, c'est des codes du B2C qu'on reprend et on pense vraiment qu'on peut apporter de l'info de qualité pour un décideur marketing sans être chiant, sans être dogmatique et sans être inintéressant au possible. Il faut l'amener là où on veut, il faut être utile à ce lecteur et puis il faut surtout rester hyper humble en fait parce qu'il y a plein de titres de presse, il faut réussir à l'intéresser et avec les bonnes manières.
C'est quoi la grosse différence que vous avez par rapport à d'autres médias traditionnels? Nous, la manière dont on va essayer de faire les choses différemment, c'est d'abord comprendre, comme j'ai dit, le lecteur et de se dire il faut qu'on ait des valeurs qui nous soient propres. Et nous, on les prône à chaque fois. On en a 3, c'est informer, décrypter, divertir. Et il faut que dans tous les choix stratégiques, les lancements de nouvelles offres, les lancements de contenu, il faut qu'on ressente ces valeurs. Il faut qu'on s'y match, il faut qu'on s'y colle. Et donc, ça passe par des moments de réflexion. On va se dire, tiens, le lecteur, on peut lui proposer ça. Non, en fait, une newsletter sur la tech, il en a déjà 15 000. Ouais. Par contre, une newsletter sur la tech avec peut-être des capsules vidéo dedans ou des interviews un peu inédites. Donc il faut aller chercher ce que les gens n'ont pas l'habitude forcément de consommer et en même temps il ne faut pas se mentir. Il faut arriver sur les usages, il ne faut pas se dire on va réinventer le format ou on va réinventer le mode de consommation. Il faut regarder les perfs, les datas, l'usage des gens, comment ils consomment les contenus et puis s'y greffer et efficacement. La créativité et la qualité d'un format ne priment pas sur la stratégie qui va aller chercher les bons KPI qui sont le nombre d'abonnés, etc. Quand je fais forcément le parallèle avec nous, je me dis on a 20 000 abonnés sur LinkedIn, ce qui est pas mal en 2 ans, mais ce qui n'est pas incroyable parce que je pense qu'on a beaucoup focus sur la gueule des formats, sur le côté très créatif et visuel, parce que c'est l'histoire de Com forcément, plus que sur l'approche hyper stratégique en fait de l'édito, tu vois. Et j'ai l'impression que ça c'est vraiment une belle strat que vous avez mis en place, tu vois. Mais il faut les deux en fait. Déjà la première chose par rapport à ce que tu me dis là, pour moi il y a 2 choses. Il y a le côté marathon. C'est pas le one shot qui compte, c'est implémenter son format dans la vie du lecteur. S'il voit une fois ta newsletter, 2 fois, 3 fois, c'est cool, mais il faut que ça devienne un réflexe pour lui. Il faut que ton contenu le consomme. Donc il faut être dans une logique de marathon. Tous les contenus doivent avoir une durée de vie qui est assez longue, c'est-à-dire que le one-shot pour moi c'est pas utile, c'est pas intéressant. Ouais. Donc il faut être dans la récurrence, il faut créer ce moment d'habitude. Et le deuxième point important c'est qu'effectivement l'écriture, l'angle, il doit être bon parce que c'est ça qui va créer de l'organique. Parce que t'as beau mettre de l'ads à balle pour balancer ton contenu, mais ce qu'il faut c'est qu'il soit pensé pour être bon. Il faut qu'il y ait la bonne idée, il faut qu'il y ait le bon hook, la bonne mécanique, parce que si tu fais que balancer de l'ads, c'est pas naturel, c'est pas organique. Donc tu vas pas chercher vraiment l'élément différenciant qui va faire que les gens vont vouloir te lire. Tu vas leur imposer par de la pub ton contenu. Ouais. Et ça, c'est fond et forme. C'est clair. Et puis surtout de l'ads pour que ça soit fonctionnel, c'est parce que justement tu l'as pensé organique avec un message qui est clair que tu vas juste te dire en fait je l'extends à un plus grand nombre de personnes avec de l'ads. Et j'ai vu que vous avez fait pas mal de curation. Ça, je trouve que c'est une strat hyper intéressante où donc tu prends des contenus qui sont déjà existants de marques qui ont fait une campagne de ouf. Tu reprends le concept, t'adaptes avec l'édito, j'imagine, avec votre patte. Ça, dans la strat, c'est hyper intéressant parce que tu passes peu de temps, j'imagine. Tu peux faire du volume, tu peux surfer sur une tendance d'une autre marque. Ça, est-ce que ça a été, c'est quoi le rapport par rapport au succès que vous avez eu? Ce qui est intéressant, c'est de bien mixer curation et création propre, originale entre guillemets. Pas originale dans le sens ultra décalé créatif, mais originale dans le sens ça t'appartient. Nous, on a un bon mix entre curation. Donc curation, ça va vraiment être les campagnes. On va relier les campagnes, on va voir ce qui se passe, on va choper des chiffres, on va les ressortir. Donc vraiment un travail de synthèse, de réception de l'info, donc un travail de veille vraiment en push et en pull, donc assez active. Okay. Et ensuite, on a aussi tous les contenus vraiment originaux, donc signature, j'ai un pote, qui sont créés par nous avec notre manière de faire. Et il faut qu'il y ait un bon mix entre les deux pour qu'il y ait à la fois de l'info un peu hot news, un peu chiffré. Parfois il y a des chiffres clés, t'as pas besoin de passer 15 ans dessus. Il faut savoir que tant de % de CMO pensent ça de tel sujet, tu la balances. Mais tu peux aussi toi-même te dire je vais créer mon étude. Donc là on discute avec Kantar, avec LinkedIn, on va potentiellement mettre en place des petits sondages, des études pour avoir des infos un peu sur le monde des agences. Donc il y a évidemment un gros sujet de curation et en complément un gros sujet de création inédite de contenu pour que tu aies ta patte aussi. C'est hyper important de pouvoir se dire je suis ce média-là, je le follow parce que oui, il me donne de l'info au bon moment, mais parce qu'il a aussi une patte, il a aussi un angle et je vais chercher quelque chose que je ne retrouve pas ailleurs. C'est comme quand tu as des Nike ou des parabouts, des chaussures, peu importe. Tu vas les choisir pour plusieurs raisons, parce que tu aimes bien le style, parce qu'elles sont chères et que tu es content de montrer que tu as des chaussures chères, parce que tu aimes bien l'état d'esprit, parce que c'est fait en Italie. Il y a plein de raisons d'acheter un produit, comme il y a plein de raisons de suivre un média. Tu as un exemple d'entreprise qui a réussi, de par son storytelling, tu vois, à réussir à construire une image de marque de ouf et qui est peut-être, tu vois, toi, un exemple pour toi ou une référence, tu vois, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Nous, dans l'univers du B2B, évidemment que on peut avoir la sensation et l'image d'un marché un peu boring, qui n'est pas très créatif, etc. On se rend compte que c'est en train de changer, qu'au Cannes Lions, il y a un grand prix autour du B2B, qu'il y a beaucoup plus de campagnes créatives qu'il y a 5 ans, donc ça se remet en place. Et moi, j'ai des exemples. Je pense à Conto, qui en B2B est ultra fort, qui a travaillé sa marque et qui a arrêté de dire voilà, ça c'est mon produit, mon service, consommez-le, mais qui a dit ça c'est ma marque, c'est mon histoire. Vous allez m'acheter, me consommer, parce qu'on vous propose une vision du monde.
et de l'émotionnel, et pas que du produit. On pense aussi à Blanc, on pense aussi à Shine, on pense aussi à Alan, ces boîtes-là qui sont dans le B2B. Il y a eu un gros boulot de plateforme de marque. Il y a eu du planning strat vraiment très très dur pour dire oui, notre produit il est connu, on le vend pour telle ou telle raison, mais ce qu'il faut c'est proposer une marque, et pas uniquement un service, mais une vraie marque. Donc toutes ces brands-là, moi je les trouve hyper inspirantes dans un univers B2B qui n'est pas forcément facile aujourd'hui à manœuvrer. Est-ce que tu te rappelles du post que tu as fait, alors c'est pas forcément en curation, plutôt une créa de J'ai un pote dans la com, qui a fait le plus de vues, et surtout comme on peut se faire un petit rex dessus en disant on sait que ça a marché pour telle ou telle raison, ou à l'inverse c'est peut-être en mode on a mis un post comme ça, on s'est dit allez why not, faut faire notre post du mardi, et en fait le truc est skyrocket, tu vois, que ce soit sur LinkedIn, Insta, peu importe. Tu te souviens du tien déjà ou pas? Faut me lancer. Vidéo de lancement de com. La vidéo laisse tomber. Là où t'es en fond vert avec les pecs et tout. Pas en fond vert. Et les pecs, ouais, pardon. Les pecs pas en fond vert. Mais là où tu te balades à Paris, etc. Ouais. Mais celle-ci, moi je l'avais vue, celle-ci, je savais pas que c'était toi, on s'est vu après, mais elle était incroyable, elle a pété internet, celle-là. Ouais, sur LinkedIn, elle avait vraiment. C'était pour notre campagne des 10 ans qui était dans le métro, où on avait pris des phrases d'accroche qui résumaient un peu notre job. Donc on avait dit, ça fait 10 ans qu'on parle de pub, maintenant on fait la nôtre. On n'a pas 800 000 abonnés mais 800 000 potes, et ça fait 10 ans que nos parents savent pas ce qu'on fait mais on le fait bien. C'est le fameux communicant qui sait jamais, ses parents savent jamais ce qu'il fait, et ça je l'ai repartagé, et c'est là où on a un peu craqué le LinkedIn game, où on a vu les gens s'approprier notre marque, kiffer et se dire en fait putain en fait ça fait quand même 10 ans qu'ils sont là les mecs. Et nous on était ça fait 10 ans qu'on est là en fait, et on s'est vraiment rendu compte de ça, et ce post là oui, c'était un post qui était pour répondre à ta question très concrètement, qui était authentique. On a mis nos tripes, notre campagne, c'est nous qui l'avons faite nous-mêmes. C'est vous qui l'avez pensé, c'est nous qui l'avons écrit. On a fait un deal avec Media Transport pour que ce soit trop cher. Bref, on a fait en sorte que ça sorte. Et l'anecdote qui est un peu sympa, c'est que on a eu 3 semaines en plus offertes dans le métro, parce que tu sais, lorsqu'il n'y a pas de face et qu'il n'y a pas de personne après, ta pub elle reste. Il ne faut pas qu'ils aient des faces vides dans le métro. Donc c'est resté 1 mois en tout au lieu de 2 semaines, donc on était hyper contents. Donc voilà, post hyper organique, hyper naturel, hyper sincère, en disant voilà, c'est nos 10 ans. Est-ce que vous kiffez ce qu'on fait? Parce que nous on kiffe vous avoir tous les jours dans nos commentaires. Magnifique, en vrai le post était vraiment smart. Et est-ce que tu as vu un impact, alors même si tu as des impacts long-termistes parce que ça travaille l'image de marque de J'ai un pote, est-ce que de manière un peu directe, tu as senti que tu as eu plus de demandes, plus de briefs suite à un post comme celui-ci? Oui, on a eu évidemment du ROI très palpable, donc c'est pas en termes de couverture, parce qu'on avait que 5 ou 6 stations, mais c'était un ROI beaucoup plus dans l'humain. J'ai eu beaucoup d'ajouts LinkedIn, j'ai eu beaucoup de mails de gens qui voulaient savoir ce qu'on faisait en plus, venir nous voir, prendre des cafés. Et puis surtout, un sentiment d'appartenance, on l'a senti, il y a eu un avant et un après. Il y a eu beaucoup plus d'engagement sur nos posts. Donc on a vu vraiment une communauté se créer autour de ça. On fait un petit jeu, ça te va? Ça s'appelle Pote ou pas pote. Tu vas me dire, donc tu n'auras plus qu'à swipe droite, si tu es pote ou pas pote avec la campagne. Donc la première, qui était une pub d'H&M, pote ou pas pote? Elle avait fait beaucoup couler d'encre, donc pas très pote, on va dire. Mais pas très pote parce qu'elle a fait couler des encres, ou pas très pote parce qu'elle n'est pas bien sentie, parce que c'est lunaire en fait de réfléchir. Tu me montres un truc, évidemment qu'on l'a vu passer, évidemment qu'on était tous totalement désabusés de dire en fait ça c'est sorti en fait. Quelqu'un qui s'est dit c'est une bonne idée. La deuxième qui est de Perrier, pote ou pas pote? Pas pote, parce qu'on voit très bien la référence, et c'est pareil, c'est un peu lunaire. Ça fonctionne pas. Ok, ça marche pas. Troisième? Écoute, c'est du bon mot, on essaie de faire marrer les gens, mais c'est toujours pareil, c'est le goût. Moi, je marche pas tellement à ça, je marche plutôt sur les idées qui parlent à tout le monde et qui ne sont pas clivantes, donc pas spécialement pote. Celle d'après? Bon pote, moi j'aime beaucoup, la mécanique est intéressante, on met le produit en avant et on le teste, donc pote. Plutôt pote? Ouais. La suivante, alors là je te donne peut-être un peu de contexte juste, c'est McDo qui volontairement a dit avec prétention, j'ai pas besoin de répéter le nom de ma marque parce que les gens connaissent la marque, c'est suffisant ainsi, et donc ils ont balancé ça. Mais très bon pote, et celle-ci c'est une parmi tant d'autres, on aurait pu prendre celle où il n'y a que les tranches, c'est très zoomé, etc. Sur le Big Mac. Voilà. Évidemment que c'est très bon, il y a des agences de dingue qui sont derrière, donc très bon pote, oui, toujours des très bonnes campagnes. Et pourtant ça va un peu à l'encontre de ce qu'on dit en expert communication marketing, de répéter la marque. Alors ça dépend du digital ou de la télé, mais tu sais, d'avoir une présence assez forte dès le début, de répéter la marque pour que ça rentre dans les usages. Après, écoute, c'est toujours la même chose. Moi ces sujets-là, c'est comme Netflix ou Apple. C'est même plus des bons exemples tellement c'est efficace. C'est l'une des seules marques qui peut se priver de logo. Oui, c'est une super aventure, mais c'est parce qu'ils sont extrêmement bien accompagnés depuis des années avec les meilleures campagnes du monde. Donc, c'est une marque qui peut se priver de logo.
mais il n'y en a pas beaucoup qui ont cette chance-là. Et la dernière? Il y a beaucoup de mauvais goût là. Moi, je suis pas très fan de ces mécaniques-là. Ok. Je préfère les bonnes vannes et les bons ins. Enfin, je sais pas bon pote de ça. Pas bon ouais. pote? Non. Ok. J'aimerais savoir, toi, quels sont les KPI qu'attendent, tu vois, les clients. Alors, ça va dépendre de plein de choses, mais majoritairement, sur des sujets de communication, c'est quoi les KPI qui vont faire que ils sont contents de J'ai un pote de la com ou pas? Ou d'ailleurs d'un partenaire, d'un Nos prestataire? clients en B2B, Ouais. il y a plusieurs choses. Il y a évidemment la perf, donc ils vont aller chercher le nombre de personnes touchées, le nombre d'impressions. Si on va faire un peu plus de leads, les gens qui ont téléchargé l'outil, le formulaire. Mais ils vont aussi regarder la qualité, parce qu'évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui nous lisent, mais on va aussi nous leur raconter qu'on a différentes typologies d'audience. On n'a pas une communauté. On a les CMO, on a les agences, on a les décideurs marketing, on a un peu de tech et d'IT, on a aussi beaucoup d'entrepreneurs. Donc ce qui va les convaincre et les éléments de réponse qui vont leur permettre de dire oui ou non c'était une bonne campagne sur J'ai un pote, c'est si on a touché la cible et si on a fait de la bonne perf média. Parce qu'avant tout, on est un média, donc il faut faire du volume. Et la perf média, c'est quoi? Perf média, c'est la capacité à toucher la bonne personne au bon moment. Ok. Donc sur J'ai un pote, nous on s'assure ça. Donc ça, tu as des KPI qui permettent de dire à tes clients, on a tout sur 100%, on a touché 82% Nous, voilà. des 18-45 qui étaient la cible. Nous, on split, on arrive à dire, voilà, sur ce public cible-là, sur ce persona-là, on arrive à toucher telle personne à ce moment-là. Sur le podcast, on arrive à faire du lookalike par rapport aux audiences. Donc, on a à la fois le podcast, la vidéo reportage, la newsletter. Au global, on a une OPS à tant d'impressions, tant de personnes touchées. En termes de lead, on a essayé de convertir telle personne. Et surtout, on vous a fait baisser le coût d'acquisition. Après, la conversion, tu as moins la main dessus. Parce que Ça dépend des t'amènes sujets. du volume de... Évidemment Ouais. que nous, en média, on a moins la main sur la conversion. Par ailleurs, si on a un brief client qui est très précis sur il nous faut du lead sur tel sujet, Ouais. on fait autre chose. C'est plus du contenu un peu plus de fond, c'est plus technique, c'est plus professionnel et c'est beaucoup plus deep dans les réflexions. C'est moins large, Ouais, mais on forcément. peut le faire. Ok. Ça dépend du brief. Et sur la partie podcast, on en a parlé rapidement. T'en penses quoi, toi, sur la partie B2B du podcast? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est parfaitement le moment de s'y mettre? Je te parle de soit passer sur des podcasts, soit de créer en tant que marque un podcast. Tu vois, t'es conto, t'as envie de parler d'éducation financière, de le faire avec un format cool. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on parle B2B, encore une fois, on parle des acheteurs qui sont des humains, qui ont des envies, des besoins, qui sont des personas et targetables d'un point de vue marketing. Donc, quand une marque, par exemple, d'accompagnement comptable pour les entrepreneurs veut faire des contenus, de la com et potentiellement du podcast, elle va parler à des gens qui ont des problématiques précises. Comment je développe ma boîte, comment je monte mon premier projet, comment j'investis correctement. Et ben ça, c'est aussi intéressant de se dire, je reprends des codes dans ma stratégie qui ne vont pas être uniquement dans un besoin de vente, mais qui vont être dans l'accompagnement. Donc même dans B2B, on peut se mettre à la place du consommateur. Même en B2B, on peut être proche de lui. Même en B2B, on peut l'accompagner, faire des vannes, être proche et avoir une sorte de position de conseil et pas uniquement être tu lances ta boîte, il faut cet outil parce qu'on est les meilleurs. Ça fonctionne pas. Le gars il monte sa boîte, il a besoin d'un accompagnement, c'est de craquer ses questions, c'est comment on gère la vie de famille avec son taf, c'est ça des sujets intéressants de podcast. Et donc je pense qu'il faut beaucoup s'inspirer du B2C et ne pas scinder les deux et dire B2B c'est chiant, il faut vraiment lui dire comment il faut monter sa boîte. Non, il faut lui dire comment il gère ses gosses, comment il gère sa relation avec ses amis, comment il investit son argent perso. C'est ça qui va intéresser la vie de l'entrepreneur parce que c'est ces problématiques réelles, il ne faut pas l'oublier. Ok. Je te montre un pourcentage. Oh Si là tu là. trouves ça, je te jure que, parce que c'est la question la plus générique au monde, que représente ce chiffre, 84%. Mais si je te le sors maintenant, c'est qu'il y a un peu de lien avec tous les sujets dont on a un peu traité. 84% des marketeurs adorent J'ai un pote dans la com et comédien. Comment tu sais? Bah écoute, j'ai les bonnes sources. Absolument pas. Yes. Ça aurait été bien, mais non. 84% des lecteurs quittent un site média s'ils soupçonnent qu'il y a un post sponsor qui est divulgué dans le contenu. Comment tu arrives à la fois garantir à ton audience que tu as une transparence de ouf dans ce que tu vas dire et en même temps réussir à plugger des sujets un peu financiers, tu vois? Trois choses. La première, c'est que direct. Ok, trois. vas-y. Toujours en triptyque. Ouais. Trois choses. La première, c'est que en B2B, les gens savent ce qu'on fait. Donc, on leur dit cash, notre modèle d'affaires, c'est le brand content, c'est la pub. C'est ce qui fait que vous ne payez pas vos contenus. Ok. Et le deal, il est très clair, il faut le respecter. Qu'on leur dit, voilà, nous, notre modèle, c'est la publicité. On bosse avec des marques et des partenaires. Donc ça, ils sont plutôt OK en B2B. Deuxième chose, c'est que nous, depuis le début, on a une transparence totale par rapport à ça parce que en tant que média, ce deal, s'il n'est pas respecté une seule fois, on perd l'abonné. Ok. Avoir des abonnés, c'est compliqué. Se désabonner, ça prend une seconde. Donc cette transparence-là, elle est indispensable en disant, voilà, ce contenu est en collaboration avec tel profil, telle boîte, tel partenaire nous accompagne là-dessus. On le dit clairement parce que c'est obligatoire. C'est au-delà de l'enjeu juridique ou éthique. Même c'est pour nous. C'est cette confiance-là, c'est le deal qu'on a avec le lecteur. Et troisième point,
nous, dans la publicité, nos lecteurs, ils le voient très bien quand c'est sponsor, de par leur métier, parce qu'ils vendent de la pub. Ouais. Donc nous, on leur dit clairement, en collaboration avec, les éléments de langage sont très clairs. C'est en partenariat avec, en collaboration avec, merci notre partenaire, on n'a aucun problème. Et souvent, on est content de les mettre en avant parce qu'ils nous payent pour ça, mais surtout, on choisit un peu nos partenaires. Ok. Là, on est parti à Cannes, on avait Sub de Pub, on avait Meta, on avait Deco en client, on avait Range Rover. Donc, on est content de le dire aussi parce que c'est des belles brands. Donc, on a la chance de pouvoir bosser avec des brands cool. Il faut être transparent. Le pire, c'est d'essayer de le cacher, à mon sens. C'est pour la bonne santé économique de ta boîte, mais c'est aussi pour ton image en fait. Le cacher, tu peux pas le cacher. Déjà, tu vas te faire taper dessus d'un point de vue juridique, parce que des textes de loi sont mis en place, ils vont t'attraper. Mais ne serait-ce que pour la confiance que tu entretiens avec ta communauté. Et la confiance, toi et moi, on le sait, on est quand même, c'est important pour nous, donc on le voit quand on se parle. C'est important que nos lecteurs, nos clients, nos partenaires ressentent ça pour qu'ils soient sur ton média, le nôtre, dans une sorte de safe place où ils se disent ok, c'est cool, le contenu est quali, la collab je la vois et je me fais pas prendre pour un lambda utilisateur. Ouais, de ouf, ok. Comment tu gères l'IA? Je sais que tu as communiqué dessus un peu, il me semble que tu commences à vraiment investiguer un peu l'IA sur la partie médiatique. C'est quoi un peu les sujets que vous avez mis en place chez J'ai un pote et de manière plus globale, comment tu vois soit la polarisation, soit l'entraide entre l'IA et les médias? Première chose très concrète, là il y a 3 cams. Si lors du pitch je me trompe et je regarde la mauvaise, l'outil d'IA il va corriger mes yeux pour regarder la bonne. Ça c'est la première chose qu'on a mis en place, savoir pour pas se tromper. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Ouais. C'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps. On s'en sert aussi pour le montage audio. Parfois là, on était à Cannes par exemple pour les Lions, beaucoup de vent, beaucoup de monde, très bon micro évidemment, mais toujours un enjeu de vent. Ouais. Adobe Podcast. C'est que du bonheur, donc ça nous fait un son qui est ultra quali. Ouais, donc on l'utilise pour ça et on l'utilise aussi parfois pour certains wordings pour des posts. La plus-value et la valeur ajoutée de notre post, il est sur l'info qu'on a réussi à choper. Le wording qui va avec, ça peut être fait assez simplement avec de l'outil IA. Mais on l'implémente aussi pour nos process. C'est-à-dire comment on met en relation le CRM avec la team projet, qui est en même temps avec la team édito, quel outil peut nous aider, quelle mécanique d'automation et d'IA peut nous aider. Donc c'est surtout là, et c'est Laurent qui est très bon là-dessus, donc on lui fait évidemment un gros big up. Ton associé fondateur qui est le crack de J'ai un pote, qui nous débunk tous les sujets et qui est monsieur opération. J'ai vu que tu avais lancé il y a peu de l'événementiel. À quel point les médias et l'événementiel, selon toi, est un duo parfait, tu vois? C'est une hyper bonne question et les deux sont liés depuis longtemps, c'est clair, on le voit. Le meilleur exemple, c'est les échos avec Vivatech. C'est pour les médias un moyen en plus de toucher son audience, de montrer sa capacité à travailler fort et bien, parce que les contenus des échos sont très bons. Les contenus événementiels des échos sont attendus aussi. On le voit, il y a une marque de fabrique. Nous, on veut faire la même chose. On veut lier notre capacité à produire, à être bon, à avoir les bonnes idées sur tous les niveaux. Donc en podcast, en vidéo, en article, sur le site, en mécanique, en livre blanc, mais aussi en événementiel. Et puis dernier point aussi, lorsque tu as un média qui plus est en ligne, pure player, les gens c'est des likes, les gens c'est des commentaires, c'est des photos de profil, tu les vois pas assez. Nous on veut aussi les voir. Donc on a des moments de rencontre, on a de grosses soirées de la com avec 700 personnes. C'est ça aussi. Pour un média, faire de l'événementiel, c'est se reconnecter avec ses audiences, c'est voir ses clients, voir ses lecteurs et montrer oui, on est là, en réel, on est une marque bien présente. Ok, j'en mets. Comment tu gagnes de l'argent quand tu es un média B2B? Pour un média B2B, je ne dirais pas que c'est plus facile, mais les lecteurs sont là pour du business, ils ont une raison d'être là. Donc c'est un peu plus facile, entre guillemets, d'arriver, de proposer à un client une audience qualifiée. Média B2B dans les tracteurs, tu vas proposer à des acheteurs, à des professionnels de la terre d'acheter des tracteurs. Tu arrives, ta proposition de valeur, ta publicité, elle est très simple. Parce que ton lectorat, il est très très qualifié. Ouais. Nous, chez J'ai un pote dans la com, notre audience, c'est les marketeurs, les communicants au sens large, agence, annonceurs. Donc, c'est qualifié. Donc, le moyen de faire de l'agence, c'est la publicité. Pour les médias B2C, c'est un peu plus compliqué. Parce que, déjà, tous ne se valent pas, même s'il y a beaucoup d'audience. Il y a l'enjeu de brand safety. Est-ce que ma marque veut communiquer dans cet univers média qui, certes, fait beaucoup d'abonnés et beaucoup de perfs? Mais si tu te retrouves entre un contenu un peu putaclic, ensuite un contenu influenceur un peu infernal à Dubaï, etc., et que toi, tu arrives avec ton message de marque, pour ta plateforme, pour ton image, pour ta stratégie globale, c'est un peu compliqué. Donc en B2B, je ne dis pas que c'est facile, mais la logique est plus cohérente. J'ai un média de qualité, je l'espère, qui fait du bon contenu pour des lecteurs professionnels. Je leur mets à dispo, je leur propose des partenaires à nous qui ont des solutions pour les aider. Mes lecteurs entrepreneurs, on bosse avec Blanc, avec LinkedIn, avec Conto, on leur propose des solutions pour leur business.
nos lecteurs annonceurs, pour les agences qui nous suivent, on fait des offres agences pour que les annonceurs puissent choisir leurs prestataires. Ouais. Donc on propose du contenu qui doit être utile, le bon outil, la bonne solution, le bon SaaS, la bonne agence conseil. Je te fais un petit jeu, un petit happening. Tu dois me dire, je vais te donner des histoires et tu vas me dire si jamais c'est vrai ou c'est faux selon toi. Ok. Nike France a introduit un nouveau slogan en 2024, Just Do It Better. T'as vu l'accent ou pas, juste? Écossais? Exactement. Pour encourager les consommateurs à viser l'excellence dans leur performance sportive. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi aussi serein? Je vois pas Nike changer cette accroche-là. Absolument faux. Ouais, absolument faux. Vrai ou faux, en 2022, une marque a utilisé des hologrammes pour promouvoir une nouvelle ligne de vêtements. Vrai? Faux. Mais en vrai, je pense que ça a dû être fait ou ça pourra être fait parce que c'est un truc de ouf. Mélenchon l'a fait, donc à partir de là… C'est pas faux, tout est possible. Vrai ou faux, la marque Itch a mis à dispo des psys dans des VTC pour sensibiliser sur des enjeux de la santé mentale. Vrai? Vrai, je trouve ça incroyable, j'ai trouvé ça méga smart. Je te dis vrai parce que Itch ont toujours des super idées en fait. Ouais, ils sont toujours, ils déclassent Uber sur plein de mécaniques créatives. Ouais. De dingue. Mais c'est fou que de sujets créa comme ça qui mettent pas forcément en avant en vrai le service en question, ça a une rayonnance qui est assez ouf. Vrai ou faux, la marque de chocolat Côte d'Or a revisité son emballage en 2024 en adoptant des motifs artistiques inspirés des œuvres classiques françaises. Vrai? Vrai, en vrai, cool, bonne… Packaging. Ouais, de ouf, plutôt bien fait. Vrai ou faux, en hommage à la France, la Poste a lancé un timbre qui sent la baguette fraîche. Faux. Vrai. T'as pas suivi ça? Ça, c'est ton prochain Ah post. là là. Tu peux. Ok, on n'est plus premier sur l'actu. Ok. Allez. J'ai été content d'être avec toi. J'ai été ravi de discuter avec toi. C'est un super concept, j'aime beaucoup. Le com show, ça marche hyper bien en termes d'accroche. Toujours un plaisir de venir vous voir. Eh ben écoute, merci beaucoup. On peut te donner de la force sur LinkedIn à fond. T'as d'autres réseaux sur lesquels t'es en train de commencer à investiguer un peu ou pas nécessairement? Ouais, en perso, on veut montrer un peu les coulisses de la boîte, mais non, en pro avec Gympote, on va déployer un peu TikTok, mais on est au global sur toutes les plateformes, donc on continue. YouTube Et, un peu ou pas? YouTube, on est en écriture de format un peu plus long, mais c'est toujours très compliqué et Dur. très dur, et Ouais. on veut pas se tromper, on veut pas arriver fort pour rien. Donc on est en train de faire du format long. Chambé. Eh ben écoute, mille merci Valentin, j'étais très content de te recevoir. Merci Chaque fois beaucoup. que je te reçois, c'est tous les 2 ans. Ça skyrocket, j'espère te recevoir et te voir pas avant 2 ans, parce que voilà. Mais non, Oui, parce qu'il y a d'autres gens à faire passer quand même. Trop pas. Non, mais en vrai, hyper content de t'avoir reçu. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.